Bonjour à toutes et tous, c'est un moment important pour vous et pour nous, hein. C'est cette cérémonie pour accueillir notre marraine de cette promotion 2021. Je vous propose, pour chauffer la salle, tout d'abord de la remercier énormément en l'applaudissant. Donc, merci beaucoup à vous, à toi, Maria, à vous, Maria, de nous faire cet honneur, hein. C'est vraiment un très, très grand plaisir pour nous de vous accueillir. Je voudrais juste dire quelques mots. Je ne vais pas être très long parce que c'est Maria qu'on est venu écouter aujourd'hui, c'est pas moi, hein. Nous recevons aujourd'hui une personnalité. Et c'est une personnalité scientifique, tout d'abord, très reconnue, hein, mais aussi une personnalité très impliquée dans la vie de la communauté ou de sa communauté scientifique, de la communauté des mathématiques. C'est une mathématicienne, Maria. Et ce sont ces deux facettes, hein, cette facette à la fois de personnalité scientifique et de personnalité très impliquée, qui font, de mon point de vue, une personnalité au sens noble du terme. Donc voilà pourquoi j'estime que Maria est une personnalité. En dehors de toutes ses compétences en mathématiques, elle s'investit extraordinairement dans cette vie scientifique française et internationale, comme elle pourra vous le décrire. Alors pour cette partie scientifique, Maria, bon, elle est directrice de recherche au CNRS. Peut-être que pour vous, ça ne veut pas encore dire grand-chose, mais vous l'apprendrez au fur et à mesure des mois ou des années. C'est une passionnée des EDP, si je ne me trompe pas, c'est ça, donc équations dérivées partielles. Comme quoi on peut être passionné de tout, hein. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas. Alors voilà, mon vice-président, qui est un passionné aussi des EDP, se lève, il a raison. Mais, donc voilà, elle en parlera beaucoup mieux que moi. Je vois tout de suite que je commence mal sur les équations dérivées partielles. Elle est internationalement reconnue sur ces aspects-là, hein, pour ses recherches, et a donc reçu de nombreuses distinctions. Alors, je vais en citer quelques-unes, il y en a peut-être d'autres, hein, mais en 2000, les plus récentes peut-être, le prix de la SIAM, la Société mathématique appliquée et industrielle au niveau international, hein, puisqu'il y a plusieurs niveaux dans cette société. Le prix Jacques Williams de l'Académie des sciences, c'est pas rien. Et puis cette année, je crois en 2021 aussi, hein, la médaille Blaise Pascal de l'Académie, cette fois-ci européenne des sciences. Donc félicitations pour tout cela, hein. Ça montre une très très grande vocation de recherche de chercheurs ou de chercheuses en mathématiques. Et puis je vous l'ai dit, c'est aussi quelqu'un qui s'implique beaucoup dans la communauté scientifique. Et donc elle a été, ou elle est toujours, je ne sais plus, directrice du CEREMAD. Ça fait longtemps, voilà. Il fut un temps, on va dire. Donc présidente de la Société française des mathématiques appliquées et industrielles, donc la partie, on va dire, française de ce dont je vous parlais tout à l'heure. Présidente du comité de mathématiques appliquées de l'EMS, la Société européenne des mathématiques. Elle a été membre du conseil d'administration du réseau européen EUMAT-IN, si je ne me trompe pas, et jusqu'à récemment, présidente de l'ICIAM, donc l'International Council of Industrial and Applied Mathematics. Donc voilà, je ne sais pas comment on fait dans une journée de 24 heures, mais il y a des gens qui arrivent à faire tout ça, à la fois de très belles recherches scientifiques et de s'impliquer réellement dans tout ce milieu de la recherche. Évidemment, quand on fait tout ça, on est aussi docteur honoris causa, très souvent, d'université étrangère, hein, je vous rappelle, on ne peut être docteur honoris causa que d'université étrangère. Donc, je vais en citer au moins deux, de Valence et puis d'Heriot-Watt en Angleterre. Non, je crois que tu avais dit quelque chose. Écosse. Ah, bah, j'avais. Écosse, ok. Bon, c'était par là-haut. Donc, même si je suis sûr, dans les instants qui vont venir, Maria va vous parler de maths, je pense qu'elle évoquera aussi son parcours de mathématicienne. Et je vous invite tous et toutes à vous imprégner de ce parcours d'une grande scientifique. Pour vous qui êtes au tout début de votre carrière, c'est toujours très intéressant d'écouter les aînés et de voir ce qu'ils ont fait et comment ils en sont arrivés là. Et puis l'école, bien évidemment, a cette vocation de former des scientifiques. Je pense que vous l'avez compris depuis les quelques semaines que vous êtes là, dans de nombreux domaines, hein, pas seulement en mathématiques, bien entendu. Ce que je peux vous souhaiter, c'est que ce parcours scientifique de Maria vous inspire et vous donne envie de donner le meilleur de vous-même, non pas pour imiter Maria, mais pour tracer votre propre parcours
à vous tous et toutes. Je vais m'arrêter là. Maria, je te remercie à nouveau d'avoir accepté d'être la marraine de cette promotion 2021 et je te passe la parole. Alors, d'abord, merci à l'école de m'avoir choisi pour être la marraine de cette promotion. Et merci beaucoup aux mathématiciens qui ont sûrement proposé mon nom pour le faire. Alors, d'abord, bonjour à vous tous et toutes. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi. Je dois dire que j'étais très surprise quand on m'a demandé de devenir la marraine de votre promotion et je pense que je me suis dit non, je ne fais pas ça, c'est trop de responsabilités. Enfin, je me sentais un peu nerveuse devant cette situation. Et finalement, je pense que c'est Karim qui a réussi à me convaincre. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir accepté et d'être ici aujourd'hui avec vous. Alors, je ne connais pas grand-chose sur vous. J'espère qu'à la fin de l'après-midi, peut-être si on a le temps de parler un peu, je connaîtrai un peu plus. En tout cas, je sais que vous êtes de très bons étudiants puisque vous êtes dans cette école. Donc, et j'espère que vous allez faire de belles carrières après. Vous allez avoir une très belle formation donnée ici et puis après, vous choisirez vos voies et vos carrières après cette école. Alors, je vais commencer par me présenter pour que vous me connaissiez un peu, mais surtout pour que vous compreniez tout ce qui m'a porté jusqu'ici aujourd'hui. En passant, je parlerai de tant de choses qui me tiennent à cœur, des raisons pour lesquelles je fais certains choix dans ma vie pas personnelle, mais dans ma vie professionnelle, des choses qui ont à voir avec la vie et les choix des scientifiques en général. Je pense que certaines des choses dont je vais parler, qui ont été importantes pour moi, pourront l'être aussi pour vous et pourront peut-être vous aider à réfléchir sur des possibles choix que vous devrez faire plus tard. Donc, je vais parler un petit peu de ces carrefours qui se sont présentés à moi le long de mes études, ma vie, de ma carrière, et quelles ont été les raisons, les principes et la philosophie générale qui m'a guidé et qui m'a fait prendre les chemins que j'ai pris. Alors, je ne parlerai pas de ça tout le temps, c'est quand même, on m'a dit qu'il faut que je parle pendant 1 heure, donc j'ai choisi de parler de ça dans la première partie de ma présentation. Et la deuxième partie de la présentation, je vais parler des maths. Alors, n'ayez pas peur, je sais que tout le monde n'est pas ici mathématicien, donc je ne vais pas parler vraiment de maths, mais je vais vous présenter des belles applications des mathématiques que je peux expliquer sans rentrer dans les détails techniques. Donc, j'espère que ce sera facile à suivre, parce que vraiment, il n'y aura pas de vraies maths dedans. Mais j'espère vous intéresser par montrer ces applications de mathématiques dans la vie quotidienne, dans nos objets quotidiens, dans le développement industriel, technologique de notre société. Et je pense que vous serez surpris peut-être par certaines de ces applications des maths que peu de gens connaissent et qui sont très importantes dans notre vie quotidienne. Alors, je vais commencer donc par parler de mon parcours personnel des mathématiciennes, des femmes d'origine étrangère. Vous avez capté déjà mon accent. Ayant fait mes études à l'étranger, je ne suis pas passée par une grande école, j'ai fait mes études à l'étranger. Et aujourd'hui française, et me considérant comme une mathématicienne française. Alors, je suis basque, en fait, cette photo, c'est une photo du Pays Basque, faite de la fenêtre d'une maison où je suis là-bas. Donc, je suis basque, du sud des Pyrénées, de ce qu'en France on appelle les Pays basques espagnols. Je suis né à côté de Bilbao, une ville que peut-être vous connaissez ou vous avez entendu parler. Alors, je suis né là-bas à un moment où la vie n'était pas, la société espagnole n'était pas très facile à vivre. C'est quelque chose, un thème qui va sortir tout à l'heure, parce qu'on vivait encore sous le franquisme. Et donc, ce n'était pas une vie toujours facile. Il y avait beaucoup de peur et beaucoup d'insécurité quelque part. Surtout, c'était dur partout en Espagne, mais particulièrement au Pays basque, pour des raisons politiques diverses. Alors, mes origines familiales sont plutôt modestes, avec pas mal d'ouvriers et de petits agriculteurs dans la génération de mes parents. Mes parents, eux, ils ont eu la chance de faire des études. Ils sont devenus instituteurs tous les deux.
assez classique. On a beaucoup de gens dans le monde de la recherche qui ont des parents qui étaient instituteurs. Et dans ma famille, la valeur des études et de la culture en général était vraiment très importante. Comme anecdote, je peux vous dire, par exemple, que chez moi, c'était très facile d'avoir de l'argent pour acheter des livres, mais que ce n'était pas si facile d'avoir de l'argent pour sortir, nous amuser ou acheter des fringues. Bon, vous avez déjà retenu, enfin, je ne l'ai pas dit encore, donc dans ma famille, nous étions beaucoup de femmes. Et ma mère d'abord, mes sœurs jumelles et moi-même, un seul homme, mon père. Ma mère travaillait comme mon père, tous les deux étaient instituteurs, et à la maison, je voyais une grande égalité. Et je dois dire que j'ai toujours reçu une éducation très égalitaire, ou plutôt que je n'ai jamais senti que le fait d'être femme allait me limiter dans la vie. Ça, c'est une grande chance que je dois à mes parents, parce que jamais ils nous ont fait sentir, à aucune des filles, qu'on aurait des barrières parce qu'on était des femmes. Les barrières viendraient parce qu'on aurait des capacités limitées ou par d'autres choses, mais pas parce qu'on était femme. Et ça donne beaucoup de force pour la vie après. Alors, je profite de ces commentaires pour faire une petite parenthèse sur les questions des genres. Il est bien connu qu'il y a trop peu de femmes en sciences, en maths, et pas seulement en sciences. Dans les postes importants en général, enfin importants entre guillemets, en entreprise, en politique, dans les postes de responsabilité, un peu partout où ça compte, il y a très peu de femmes, trop peu de femmes. Alors on parle souvent, quand on parle de ces questions de manque de femmes dans les métiers scientifiques par exemple, de la responsabilité de l'école, des enseignants, à l'université, au lycée, etc. Moi, personnellement, peut-être à cause de mon parcours personnel, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça et plus ancien que ça. C'est probablement au sein de la famille que les choses commencent à aller bien ou mal, je dirais, pour les filles. Que je pense que la famille peut vraiment donner aux filles l'idée qu'elles peuvent arriver si elles veulent, où elles veulent, comme les hommes. Croire en soi, en ses droits, c'est quelque chose qui aide beaucoup dans la vie pour ne pas accepter n'importe quoi qu'on veut nous imposer. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents et des enseignants qui ne m'ont jamais fait des commentaires comme quoi le fait d'être femme allait me limiter. Et j'ai grandi comme ça. Et je pense que je n'ai pas été limitée, en partie parce que je ne me suis pas laissé faire, je ne me suis pas laissé mettre de côté quand peut-être quelqu'un essayait, et parce que j'ai aspiré à un certain nombre de choses, j'ai lutté pour, sans complexe et sans peur. Il y a du travail à faire pour que notre société voit beaucoup plus de femmes dans des postes de responsabilité, dans les métiers scientifiques. On en parlait aujourd'hui quand on était après les repas. Ce n'est pas évident de comment faire, mais il faut que vraiment tous, on s'y mette et on essaye d'agrandir la part des femmes dans notre société. Bon, enfin, je pourrais parler de ça pendant toute l'heure de mon intervention, mais je vais parler d'autres choses aussi, donc je vais m'arrêter avec ces questions de parité maintenant. Donc, je retourne à ma vie, à mon parcours. J'ai fait mes études au Pays Basque à l'école publique, depuis la maternelle jusqu'au lycée et l'université. Et c'est là, malgré le fait qu'en Espagne, quand j'étais jeune, la majorité des écoles, c'était des écoles religieuses catholiques. Mes parents étaient catholiques, mais cela ne les a jamais empêchés de nous envoyer toujours, leurs filles, à l'école publique, qu'ils défendaient toujours avec beaucoup de conviction. Et j'ai eu la chance d'aller dans un lycée où les enseignants étaient ouverts sur le monde. J'ai appris le français là-bas, au lycée, avec une prof remarquable qui nous apprenait pas seulement la langue, mais aussi la culture française, qui nous a fait apprendre plein de textes et des chansons françaises, de lire beaucoup de livres. C'était vraiment très vivant et qui m'a préparé pour mon voyage en France après, quelques années après. J'ai aussi, dans les lycées, eu en terminale et en première et en terminale, un prof de maths qui était vraiment excellent, qui m'a donné le goût des maths, qui m'a donné l'envie de résoudre des problèmes, de répondre à des questions, des fois difficiles. Il était vraiment excellent et probablement c'est à lui que je dois le fait que quand je suis allée à l'université, j'ai choisi d'étudier les maths. Les enseignants, ça marque beaucoup, hein, enfin, bien ou en mal. Et dans mon cas, je pense que c'est vraiment ceux des profs, celles des français et celui des maths qui ont marqué vraiment ma vie professionnelle après.
Donc, après les lycées, naturellement, je suis allée à l'université. Alors, l'université, elle s'appelait à cette époque-là, elle s'appelle maintenant l'Université des Pays Basques, elle s'appelait l'Université de Bilbao à l'époque. Et c'est une université qui venait d'être créée. Quand je suis arrivée là-bas, elle venait d'être créée 2 ou 3 ans avant mon arrivée, et la situation n'était pas très bonne. Il y avait quelques bons profs, mais beaucoup, et c'était pas si bon que ça a été pas très facile, ça ne volait pas très haut. Évidemment, c'était à l'époque que je parle, maintenant c'est une excellente université, mais là c'était tout neuf, ils savaient y trouver des professeurs très rapidement, et puis voilà, bon, bah, la situation n'était pas géniale, mais enfin c'est quand même là-bas que j'ai commencé à apprendre les bases de maths avancées. Ça n'a pas toujours été facile. Il a fallu pas mal travailler à côté parce que les cours, souvent, bah, il n'y avait pas suffisamment de- de bons enseignants. Mais il y a eu quand même quelques bons profs et ça a suffi pour garder mon goût pour les maths et pour m'aider à combler les trous. Donc, quelques-uns ont suffi pour garder la flamme vivante. Alors, à part les maths, les cours que j'ai suivis à l'université, c'était des années assez passionnantes et assez turbulentes. C'était la fin du franquisme, je reviens, et les débuts des mouvements, des demandes très fortes de défense et de reconnaissance de la culture basque, qui étaient très écrasées. Pour vous donner une idée, moi, je ne parlais pas basque quand j'étais petite, donc je l'ai appris à l'adolescence. Et pour l'apprendre, il a fallu que j'aille dans une école du soir clandestine. Ce n'était pas possible, il n'y avait pas d'école ouverte parce que c'était interdit presque de parler les basques en public. Donc imaginez, la langue européenne la plus ancienne, un trésor, et on nous interdisait de l'apprendre et de la parler. Et donc à l'université, nous nous sommes beaucoup organisés, donc à côté des cours, nous nous sommes, j'ai toujours fait plusieurs choses en parallèle. Donc nous nous sommes organisés pour faire plein de choses, pour défendre la langue, la culture et tout ça. Et en particulier, je voulais vous parler d'un truc que j'ai fait là-bas, dont je suis très fière. À un moment donné, sous l'impulsion de quelques profs là-bas, on a décidé on voulait que dans le futur, on puisse enseigner les sciences à l'université, tout, les sciences et lettres, en basque, ce qui était impossible à l'époque. Mais enfin, on commençait à rêver, ce qui s'est fait maintenant, c'est la réalité actuellement. Alors, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler pour préparer les futurs. Et donc, on a décidé de faire des dictionnaires. Donc, en particulier en maths, on a décidé de faire un dictionnaire de mathématiques en 4 langues, basque, espagnol, français et anglais. Et pour ça, on a monté des groupes de travail dans lesquels il y avait des étudiants de maths comme moi, qui étaient très motivés pour les faire, quelques profs, pas beaucoup, quelques linguistes. C'était compliqué, alors je vais vous dire pourquoi. Parce que ce n'était pas une question de traduction. Normalement, dans un dictionnaire, c'est une question de traduction. Nous, il fallait qu'on invente les mots, puisque les mots techniques des mathématiques en basque, ça n'existait pas. Et donc, il a fallu inventer, c'est pour ça qu'on avait des linguistes, on a inventé tout un vocabulaire se servant soit du basque, soit on basquisait des mots internationaux. Donc, ça a été quelques années très passionnantes, beaucoup de travail, beaucoup d'envie de les faire aussi. Donc, quand on croit à un projet, ben, on travaille sans compter. Et à côté de nous, il y avait d'autres qui faisaient des dictionnaires de physique, de chimie, de biologie, etc. Et c'est des dictionnaires qui s'utilisent encore aujourd'hui et qui ont été utilisés pour mettre la base de l'enseignement en basque dans les écoles, dans les lycées, à l'université plus tard. Donc c'est quand même quelque chose d'important qu'on a fait et c'était vraiment très... Moi, ça m'a marqué de faire ça. Bon, alors voilà, donc la fac finie, donc j'ai fait mes études et puis à côté, j'ai fait tout mon côté militant, disons. Et quand j'ai fini les études à la fac, ben, moi, je ne savais pas trop bien quoi faire. J'aimais beaucoup les maths. Donc je me disais qu'il pourrait continuer. Il y a des profs qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont dit il faut que tu continues, il faut aller plus loin, il faut que tu fasses de la recherche, il faut que tu fasses une thèse, etc. Bon, moi, je ne voyais pas très bien comment faire. Une fois, ils m'ont aidé. À Bilbao, il n'était pas possible de les faire. Il n'y avait pas vraiment les niveaux ni l'environnement là-bas. Une possibilité aurait été d'aller à Madrid, mais moi, pour des raisons politiques, je ne voulais pas aller à Madrid. Et comme je parlais français et qu'il y avait des enseignants qui avaient des connaissances en France, etc., ben, j'ai demandé une bourse du gouvernement français pour venir à France. Et je l'ai eu. Donc, je suis arrivée à Paris en 78, ça fait longtemps,
pour faire un DEA, c'est que maintenant ça s'appelle un Master 2, à l'université Paris 6, qui s'appelle Sorbonne Université de nos jours. Alors, je suis arrivée avec cette bourse du gouvernement français, donc c'était agréable, elle n'était pas très grande, mais enfin bon, ça suffisait pour vivre. La première année a été, alors, j'étais à peu près à votre âge, enfin un peu plus vieille. La première année a été vraiment difficile pour moi. Ça a été difficile parce que j'ai dû absorber tous les nouveaux cours qu'il y avait naturellement dans mon cursus, prendre des notes dans une langue qui n'était pas la mienne, donc c'est pas toujours facile, même si je parlais le français, mais c'est pas pareil prendre des notes comme ça. Et puis surtout, il fallait que je comble les trous de mes études à Bilbao qui n'avaient pas été faites dans des conditions excellentes. Donc, il a fallu faire tout ça. C'était dur pour moi, dur de me voir dans cette situation. Moi qui étais habituée, j'étais toujours la première de la classe. Et là moi, j'ai vraiment eu peur à mon arrivée à Paris. Surtout que j'étais entourée, c'était une très bonne classe, un très bon groupe. J'étais entourée de normaliens comme vous, qui eux avaient fait des études dans de très bonnes conditions, avec des très bons profs, et qui en plus, ils étaient très sûrs d'eux. Alors ça c'est pas facile parce que des fois, on ne savait pas, on demandait, eux, ils comprenaient toujours tout, ils savaient toujours le suivi. C'était terrible. Pour moi, cette année, ça a été un traumatisme total. Certains d'ailleurs de ces collègues, de ces étudiants qui étaient avec moi, sont devenus des amis après. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous étiez dur avec nous, étrangers, qui arrivions, avec toutes les difficultés d'un étranger qui arrive dans notre pays, et vous étiez tellement sûrs de vous en permanence. Mais finalement, bon, j'ai tenu bon, j'ai cru que je pourrais arriver et je suis arrivée. Il faut être tenace, il ne faut jamais oublier. Il y a des moments où on a peur, mais il faut continuer à travailler et puis voilà, il faut y croire. Alors, après la fin de mon DEA, j'ai eu la chance d'avoir un très bon environnement pour ma thèse à Paris 6 toujours. J'ai collaboré avec des jeunes qui commençaient leur carrière, qui étaient un peu plus avancés que moi, très dynamiques, et qui m'ont appris les métiers de la recherche. Ils m'ont appris à chercher, mais ils m'ont aussi appris à comprendre comment fonctionner dans les métiers de la recherche, dans le monde universitaire. Ils m'ont expliqué comment parler et travailler avec les autres, comment partager, comment apprendre à partager idées et résultats, comment faire des exposés. Je me rappellerai toujours de mon premier exposé dans un séminaire où mon directeur de thèse m'a dit des horreurs après, c'était atroce, je pense. Donc, petit à petit, ils m'ont aidé, et puis on apprend avec l'aide de collègues autour. Voilà, on apprend à s'améliorer. On apprend à expliquer aux autres ce qu'on fait et aussi ce qu'on ne sait pas faire. J'ai appris à partager mes questions et mes doutes avec les autres étudiants qui étaient par là, avec des chercheurs qui étaient dans le même labo. Ils m'ont aussi donné les principes, le début des principes d'éthique qui ont guidé après ma carrière. C'est très important d'apprendre très tôt. Enfin, on en a toujours des principes d'éthique parce que quand on est petit, on apprend des choses qu'il faut faire et pas faire. Mais du point de vue professionnel, il faut apprendre à savoir comment citer les résultats, comment parler avec les gens, comment écrire les choses en étant juste, enfin, il faut apprendre à se comporter comme il faut. Et ça, je l'ai appris aussi au moment de ma thèse. Enfin, j'ai commencé à comprendre tout ça au moment de la thèse. Il y a eu vraiment des gens autour qui m'ont formé, pas seulement dans les maths, mais dans le métier tout entier. Et ça a été vraiment très utile après. Alors, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais je pense qu'un truc que j'ai vraiment appris, qui m'ont vraiment enseigné, c'est qu'il faut savoir comment parler avec les autres, c'est important, partager avec les autres ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et qu'il ne faut jamais avoir honte de reconnaître qu'on ne comprend pas quelque chose, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ou qui n'est pas clair pour nous. Et ça, je vous l'ai dit parce que je pense que c'est un exercice difficile, surtout en France. Moi, je viens d'une autre culture, initialement, puis j'ai beaucoup voyagé, j'ai connu d'autres cultures dans le monde, et je trouve qu'en France, pour les jeunes, c'est très dur. Parce que souvent, on vous apprend à être sûr de vous, à paraître sûr de vous, même si vous ne l'êtes pas. D'accord? À ne pas montrer que vous n'avez pas compris quelque chose. Moi, je l'ai vu souvent avec des jeunes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de reconnaître que vous ne comprenez pas quelque chose. Posez des questions. N'ayez pas peur de ça. Je pense que c'est très important dans la vie de ne pas cacher
qu'on ne comprend pas quelque chose. D'oser demander et d'oser montrer que, voilà, qu'on a besoin de plus d'explications, de plus de temps pour comprendre une notion ou n'importe quoi. Voilà, donc je vous encourage à ne pas avoir peur de montrer vos doutes et vos questions. Alors, après, donc, je vous disais, je fais mes recherches à Paris 6, je fais ma thèse sur des problèmes d'équations dérivées partielles non linéaires, en effet, comme Pascal l'a dit, sur des questions d'existence des solutions pour ces équations et des questions relatives à leurs propriétés qualitatives, comme par exemple des questions de symétrie, des solutions, des choses comme ça. Et en fait, c'est rigolo parce que j'ai travaillé sur ces questions de symétrie, d'existence des solutions, et c'est des questions que je me pose encore, évidemment, 40 ans après, pour d'autres problèmes, naturellement, mais c'est des thématiques qui m'ont suivi tout le long de ma carrière. Après la thèse, j'ai fait ma thèse d'État. C'est à peu près ce qu'on appelle aujourd'hui habilitation, quelques années plus tard. Et là, je l'ai fait sur une thématique transversale entre maths et physique. C'est-à-dire que je me suis intéressée à étudier des problèmes qui avaient leur origine dans des modèles physiques, mais je les traitais de façon mathématique avec rigueur et précision. Okay. Donc, je faisais des maths sur des problèmes qui venaient de la physique. Alors, c'était le début de mon intérêt pour les interactions des mathématiques. Je vais parler de ça plus tard. Donc, j'ai commencé par m'intéresser aux interactions des mathématiques avec d'autres sciences, comme la physique ou la chimie. Et après, je me suis intéressé à d'autres interactions dont je parlerai un peu plus tard. Et ces questions des interactions est quelque chose qui est constant dans ma vie de mathématicien. Alors, entre-temps, j'avais été de nouveau chanceuse. J'ai eu beaucoup de chance, je pense, dans ma vie. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai été prise au CNRS. J'ai eu un poste de chargé de recherche juste après ma thèse. Donc, ça a été... en fait, moi, j'ai pensé retourner au Pays Basque, pour vous dire honnêtement. Et puis, mon directeur de thèse m'a dit, mais pourquoi tu ne candidates pas? J'ai dit, non, mais moi, je vais retourner là-bas pour aider les Pays Basques et tout ça. Et puis, il m'a dit, non, mais reste un peu en France, comme ça, tu vas avoir une meilleure formation. À la limite, tu pourras retourner plus tard quand tu auras plus de bagages mathématiques. Et donc, il m'a convaincu de candidater au CNRS, et puis j'ai été prise. Donc, c'était vraiment une grande chance parce que, du coup, j'ai pu commencer mes recherches dans des conditions excellentes, dans lesquelles je n'avais qu'à faire de la recherche voilà, à 100%. C'était vraiment une grande chance. Alors, après quelques années de recherche, de création d'un petit réseau de collaborateurs, tout modeste, mais dans de très bonnes conditions, un très bon environnement, j'ai atteint une maturité et une indépendance très agréable à vivre pour professionnels. Et quelques années plus tard, j'ai commencé à me dire que serait peut-être raisonnable de commencer à prendre des responsabilités collectives. Donc, je change maintenant un petit peu de thématique. Donc, je me suis dit peut-être qu'il faut aider à la gestion des bons labos. Enfin bon, probablement, il y a des gens plus seniors autour de moi qui m'ont dit, qui m'ont donné l'idée. Hein. Ce n'est pas toute seule probablement qui a eu cette idée. Et donc, j'ai commencé à prendre des petites responsabilités dans mon labo, les CEREMAD, les départements de mathématiques de l'Université Paris-Dauphine. Et petit à petit, je suis devenue directrice du CEREMAD, direction que j'ai eue pendant 8 ans. C'est vraiment beaucoup d'années. Alors, j'ai fait 4 ans au début. Après, mes collègues m'avaient dit, mais non, mais c'est très bien comment tu les fais. Et puis, comme tu ne fais pas des cours, au moins, tu peux t'occuper de faire la direction du labo. Bon. Donc, j'ai fait 8 ans d'administration dans la direction de mon laboratoire. Et je dois dire que ça a été intéressant parce que, bon, c'est le début de mes activités d'administration de la recherche, mais c'est aussi parce que j'ai appris à comprendre l'administration, les contraintes que l'administration nous crée, les problèmes qu'elle nous crée, comment elle nous aide des fois, et surtout comment vivre avec sans s'étouffer, hein, comment savoir contourner les difficultés des questions qui viennent de l'administration. Bon, après, dans la même direction, disons, je me suis dit que peut-être ce serait intéressant de m'investir dans des activités de la communauté mathématique dans un groupe plus large que mon département, que mon université. Et en particulier, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de s'organiser dans ces communautés scientifiques, de ne pas agir isolé et de profiter de l'effet des groupes et des réseaux pour faire des choses qui vont plus loin, qui peuvent aider la communauté scientifique.
Alors, je suis entrée très rapidement à la SMAI, la Société de mathématiques appliquées industrielles, une société savante française qui venait d'être créée juste avant. Et j'ai pris plusieurs responsabilités dans la SMAI. Et puis finalement, de fil en aiguille, je suis arrivée à être présidente de la SMAI. Alors, ça a été vraiment pour moi un véritable honneur d'être présidente de la SMAI parce que, en l'état, j'ai représenté la communauté des mathématiciens appliqués français. Et puis j'ai aidé à un peu organiser la communauté, organiser des événements, des structures qui aidaient les jeunes, etc., etc. Donc on a fait des années où j'ai travaillé avec des gens très différents de partout en France. C'était des années intenses d'apprentissage de beaucoup de nouvelles choses, de nouvelles actions avec d'autres forces et d'autres personnes. C'était vraiment très enrichissant et puis voilà, ça m'a ouvert d'autres horizons. Et petit à petit, la SMAI m'a poussé à aller vers l'international, surtout les Européens, puisque la SMAI était en réseau avec d'autres sociétés savantes dans d'autres pays européens. Et donc, un peu plus tard, je suis devenu membre du comité de mathématiques appliquées de la Société mathématique européenne, où j'ai connu plein de nouveaux collègues. Et je me suis lancé dans notre activité de structuration et d'aide aux mathématiques appliquées au niveau européen. Et de fil en aiguille, je vais essayer de faire court là, parce que sinon je m'allonge trop. Quelques années plus tard, en 2015, je suis devenue présidente de l'ICIAM. L'ICIAM est le Conseil international des mathématiques appliquées industrielles, dont les membres ne sont pas des personnes, mais c'est les sociétés savantes dans tous les pays du monde, ou dans beaucoup de pays du monde, qui se mettent en réseau pour avoir une action importante au niveau international. Et là, j'ai atteint une dimension internationale, globale, avec les besoins de représenter une communauté énorme de beaucoup de milliers de mathématiciens de tous les continents, mais pas seulement des mathématiciens, parce qu'au sein de ces sociétés de mathématiques appliquées industrielles, il y a aussi des ingénieurs, il y a aussi des mathématiciens qui travaillent en industrie, il y avait des industriels. Donc, c'est vraiment travailler en réseau avec une communauté énorme et puis une diversité énorme aussi, parce que ce n'est pas pareil de faire des maths en Europe que de les faire en Afrique ou de les faire en Asie, etc. Et donc, cette présidence de l'ICIAM, ça a été une aventure pour moi qui a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de voyages, beaucoup de temps. Ça m'a pas mal fatigué, mais ça a aussi été un grand plaisir que de mieux connaître la science internationale de près. Alors évidemment, vous devez deviner déjà que j'aime rencontrer de nouvelles personnes, me lancer dans de nouvelles aventures. J'aime voyager, ça aussi vous l'avez deviné, parce que sinon ça aurait été un cauchemar total avec tous les voyages que j'ai faits. J'aime connaître des situations nouvelles, diverses. J'aime aussi organiser, optimiser, monter des projets, ça me plaît, c'est quelque chose. J'aime faire des maths, mais j'aime aussi, c'est une autre chose que j'aime aussi. Et ces postes que j'ai occupés m'ont donné la possibilité de faire tout ça et bien plus. J'ai dû traiter pas seulement avec des scientifiques, dans ces postes de responsabilité, mais aussi avec des industriels, avec des politiciens, des journalistes. Tout cela en tant que mathématicienne. Les premières fois, ça fait peur, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ne pas avoir des choses intéressantes à dire, on a peur de ne pas bien savoir présenter les demandes qu'on a à présenter. Mais bon, on apprend. Des fois, on fait mieux que d'autres. Des fois, on arrive à avoir ce qu'on a demandé pour soi-même ou pour les personnes qu'on représente ou les groupes qu'on représente. Et des fois, ben non, on n'arrive pas et il faut apprendre à gérer l'échec quand il arrive aussi. Alors, pour terminer cette partie de mon intervention, je voudrais revenir maintenant à quelques mots-clés qui sont apparus déjà dans la présentation de mon parcours, que je voudrais isoler. Je voudrais isoler ces mots-clés parce que ça correspond à des activités et des principes auxquels je tiens et j'ai tenu tout le long de ma carrière et que je considère des points importants pour un travail en communauté, dans nos labos, dans son université, dans nos groupes, dans nos réseaux de travail. Et je pense que peut-être certains des commentaires que je vais faire sur ces mots-clés particuliers peuvent vous intéresser ou peuvent vous faire réfléchir dans le futur de vos études et de votre carrière.
Alors, le premier mot-clé, ou la première chose dont je voudrais parler, c'est le travail en collaboration, par opposé à travail isolé dans un bureau, par exemple, comme mathématicienne. J'aurais pu m'isoler dans mon labo et démontrer des théorèmes à longueur de journée, et puis faire des articles, etc. Moi, personnellement, j'aime les travail en collaboration. J'aime beaucoup travailler avec d'autres, en maths, ou aussi dans les activités communautaires. J'aime beaucoup travailler avec d'autres parce que je pense toujours que quand on est avec plusieurs personnes, par exemple, qu'on fait des maths à plusieurs, bah, il y a des idées différentes, des points de vue différents qui viennent des différents intervenants dans la discussion, et qu'il y a comme ça un métissage d'idées. Le métissage est toujours enrichissant. Et donc, en se mettant ensemble, on va plus loin dans les projets, on va plus loin dans la recherche, on va plus loin dans les idées, etc. Et donc, j'ai toujours aimé les travaux en collaboration. Alors, par exemple, en maths, bon, plusieurs de mes collègues pourraient dire, souvent, c'est considéré que publier seul, c'est quelque chose qui veut dire qu'on est meilleur, parce que tout seul, on est sûr que c'est nous qui avons fait ce travail-là. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai publié quelques articles seuls dans ma vie, mais moi, je préfère travailler avec d'autres. J'ai- J'aime ça, donc je ne les fais pas parce que pour d'autres raisons, c'est parce que ça me plaît. Et puis en plus, souvent, on travaille en collaboration et les collaborateurs deviennent des amis. Ça, c'est vraiment super dans la profession que j'ai choisie. J'ai fait pas mal d'amis parmi mes collaborateurs, pas tous évidemment, mais j'ai quelques très bons amis que j'ai fait en collaborant avec d'autres mathématiciens. Et c'est sympa quand on va à une conférence et on ne va pas simplement rencontrer de collègues, etc. Mais des fois, on rencontre des vrais amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps dans une conf. C'est vraiment sympa. Je trouve que c'est en plus de nos carrières. Donc, je défends les travaux en collaboration. Je pense que c'est très important pour moi. C'est très important au niveau recherche. Et pour tout ce qui est travail communautaire, c'est très important d'être capable de collaborer avec les autres, de travailler en réseau et tous ensemble mener à bien les projets qu'on veut mener à bien. Voilà. Donc, travail en collaboration pour moi, ça a été une constante dans ma carrière. Le deuxième point, c'est la recherche. Je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui de recherche. Je ne vais pas le faire parce qu'en fait, je ne vais pas vous assommer avec des maths, raconter les maths que j'ai faites, etc., les théorèmes que j'ai montrés. Ça ne me paraît pas utile ni raisonnable aujourd'hui. Donc, je ne vais pas parler vraiment de ma recherche, mais je peux vous dire que même si j'ai beaucoup parlé de mes activités de gestion administration de la recherche, j'ai toujours gardé mon activité de recherche vivante. Ça n'a pas été toujours facile, parce que des fois, tous ces comités, tous ces voyages, etc., c'est pas facile de faire des maths en parallèle, mais j'ai toujours tenu à les faire jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais interrompu mon travail de recherche et je dois dire que je les dois en grande partie justement à mes collaborateurs, parce que mes collaborateurs ne m'ont pas laissé m'en aller dans les comités et les sociétés savantes, etc. Mais ils m'ont des fois forcé, ils m'ont attiré avec des questions intéressantes et donc du coup, je voulais participer aux discussions, au travail et donc j'ai continué à faire de la recherche et je trouve que ça c'est très bien. Si vous allez dans les mondes universitaires après ou de la recherche, j'encourage vraiment à garder ça toujours vivant, malgré les activités d'enseignement, d'administration, de gestion, des montages de projets, de recherche de financement. La recherche, c'est vraiment enrichissant, c'est vraiment une joie. Quand on aime faire de la recherche, c'est vraiment des très beaux moments quand on trouve de beaux résultats. Bon, un autre mot-clé dont j'ai parlé long et en large, c'est les responsabilités collectives. Moi, j'en ai pris pas mal. Il y a beaucoup de collègues qui les prennent, les responsabilités collectives. Et je pense que ce n'est pas simplement dans les mondes universitaires ou de la recherche, c'est partout, hein, partout dans la vie. Il y a du travail à faire qui est des fois, qui peut paraître au début au moins, pas très agréable, mais il faut le faire. Et donc, j'ai toujours considéré qu'il faut se partager les tâches, que dans un groupe, dans un labo, il faut que tout le monde se partage un peu les tâches administratives, par exemple, parce que comme ça, ce sera moins pour tous les autres, pour tout le monde. Alors, tout le monde ne partage pas cet avis. J'ai des collègues qui essayent d'éviter au maximum les responsabilités. Moi, je pense que c'est un devoir, quand on est dans une communauté, une société, c'est un devoir de prendre des responsabilités, de partager un petit peu
les fardeaux de ces questions-là, tous ensemble. Et puis, en les faisant aussi, on sert une communauté, on sert les collectifs. Je pense que le sens des collectifs est très important dans la vie. Ça a été aussi une de mes lignes directrices dans la vie, c'est travailler pour le collectif, parce que je pense que le collectif est important pour faire avancer la société. Et peut-être le dernier point dont je voudrais parler plus en détail aussi maintenant, un point dont je n'ai pas parlé directement mais indirectement, c'est les applications des sciences. Alors, je pense que bon, les savoirs est important, hein, les savoirs en soi, disons, et que la science très théorique a tout à fait les droits d'exister, et que j'ai beaucoup de collègues qui font, par exemple, des maths très pures et très théoriques pour leur plaisir. Bon, c'est très bien, et tout le monde a les droits de faire ce qu'il veut ou elle veut. Mais je pense aussi que la science a un devoir de service à la société. Euh, donc, toute ma vie, je crus à ça, au fait que les maths peuvent et doivent servir la société, et pas seulement à travers l'enseignement, parce que beaucoup de gens pensent que les maths ne servent que à former de jeunes, etc., ou à les embêter avec les maths. Alors, je pense que c'est vraiment un devoir des scientifiques, ou d'une partie des scientifiques, d'aider la société à avancer dans son organisation, dans le développement des nouvelles technologies, dans son économie, dans tout. Et la science doit le faire. Alors, il y a des domaines scientifiques qui sont plus à même de les faire, mais même les maths, vous verrez dans la deuxième partie de mon exposé, les maths peuvent beaucoup aider la société. Et donc, j'ai toujours été intéressée par les applications des mathématiques. Dans toutes les sociétés dont j'ai parlé, que j'étais dans ces comités, cette société, etc., il y a toujours les mots maths appliqués dedans. Je me suis beaucoup impliquée dans les applications des mathématiques, allant jusqu'à les interactions avec des autres sciences ou même les interactions industrielles, l'application industrielle. Donc, je pense que la science a un devoir envers la société, d'aider la société à avancer vers un futur meilleur pour nous tous. Donc, je tenais à vous parler de tout ceci parce que vous êtes à un moment important de vos formations et bientôt de vos carrières dans l'enseignement, dans la recherche ou ailleurs, dans une entreprise, dans l'administration, plus loin, que sais-je. Vous saurez, parmi les gens ici, sûrement, il y aura une variété de carrières de types différents dans le futur. Donc, vous êtes à un moment important de votre formation et il est bon de se poser des questions de comment on veut vivre et travailler après, ce qui est important et ce qui l'est moins. Je tenais donc à vous parler de ce qui, pour moi, a été important dans mes choix de formation et de carrière. Alors, vos choix seront les vôtres. Ils ne vont pas être les mêmes que les miens, évidemment. Vos choix seront les vôtres, mais soyez courageux et faites ce que vous avez envie de faire dans le futur. Parce que pour être heureux, il vaut mieux choisir en fonction de ses capacités, de ses goûts, de ses intérêts et de ses envies. Donc, j'espère que vous pourrez les faire. Je vous encourage à être courageux et aller parfois dans la direction qui ne seront pas faciles, mais faites dans le futur ce que vous avez envie de faire. Ça vous aidera à être heureux dans votre profession. Voilà, donc j'ai déjà beaucoup parlé de moi, de mes choix, même si cela n'était qu'une excuse pour parler de tant d'autres choses. Et maintenant, dans la deuxième partie de ma présentation, je voudrais aller dans une direction différente. C'est celle de l'application de la science, et plus en particulier des applications des mathématiques. Donc, je vais parler un peu des maths, mais de façon très superficielle, quelque part, mais espérant vous intéresser. Et surtout, je vais faire un peu de pub pour les maths. Je vais faire la pub de vous montrer que les maths changent votre vie au quotidien. Et même si on ne le sait pas, il y a des maths partout, dans les objets qui vous entourent, dans les nouvelles façons de vivre, etc. Et donc, je vais essayer de vous convaincre de ça avec quelques exemples. Voilà, donc on va voir ensemble. J'espère qu'à la fin de cet exposé, vous serez convaincus de ça. Bon, donc je vais parler de quelques exemples de mathématiques qui changent notre vie quotidienne. Alors, on trouve les mathématiques partout. J'espère vous convaincre dans la demi-heure qui reste.
partout dans les développements technologiques et industriels actuels. Pourquoi? La raison pour laquelle il y a des maths partout, c'est à cause de trois mots. La modélisation, ça veut dire que des phénomènes physiques ou sociaux, etc., on peut les modéliser, on peut les mettre sur les papiers en utilisant des outils de type mathématiques, des équations ou d'autres outils. Donc, modéliser, ça veut dire quelque part décrire un phénomène ou un processus. Et ça, c'est fait en termes mathématiques. Il y a la simulation. La simulation, c'est le fait de quand on a un modèle, souvent c'est des modèles complexes qu'on ne peut pas analyser et résoudre explicitement. Et on a besoin de l'aide des ordinateurs de plus en plus pour essayer de trouver des réponses à des questions, pour trouver des solutions à des problèmes, pour trouver des solutions à des modèles qu'on est en train d'étudier. Et la simulation, c'est ce qui nous permet de transformer un problème en un problème qui peut être donné à un ordinateur pour qu'il calcule des solutions des modèles en question et qui nous aide à comprendre ce qu'on peut espérer d'un modèle, ce qu'on peut prédire pour un modèle. Et l'optimisation, vous savez ce que c'est, optimiser, on optimise tout le temps quelque chose dans la vie, le temps, l'argent, enfin, plein de choses. Mais il y a un concept d'optimisation du point de vue mathématique. Et donc, c'est le fait qu'il y a ces trois mots, modélisation, simulation, optimisation, qui font que les maths, j'espère que vous allez comprendre plus tard, sont partout dans notre vie quotidienne. Alors, toutes les équations de la physique et de la mécanique sont écrites en langage mathématique. Ça, c'est un début et ça, c'est classique. Et ça fait des siècles que c'est le cas. En mécanique classique, il y a les équations de Newton et Maxwell, pour vous donner quelques exemples. En mécanique quantique, pour décrire l'infiniment petit, les électrons, les molécules, tout ça, il y a l'équation de Schrödinger, mais pas seulement dans ce domaine. Il y a en optique les lasers, la physique des lasers, la combustion pour décrire un moteur, les équations des ondes pour décrire tout ce qui est transmission radio, téléphone, Wi-Fi, etc. Donc tout ça, c'est des équations mathématiques vieilles d'ailleurs, la plupart. Mais en fait, voilà quelques exemples. L'équation de Newton, l'équation de Navier-Stokes, une équation très importante pour décrire l'évolution d'un fluide. Je ne vais pas vous parler plus que ça, et vous ne verrez pas plus de maths que ça. L'équation de Schrödinger, voilà, je l'ai écrite là, quelques équations. Donc en fait, par exemple, avec cette équation de Navier-Stokes, vous pouvez essayer de décrire l'évolution d'un fluide, par exemple un tuyau ou dans un canal ou n'importe quoi. Et donc, vous pourrez prédire, utilisant l'équation, qu'est-ce qui va se passer si vous lancez un fluide à telle vitesse, à telle température, etc., etc. Donc, en fait, ces équations aideront à étudier des phénomènes sans les faire concrètement. Mais en fait, il n'y a pas que la physique et la mécanique. Il y a, par exemple, aujourd'hui, en sciences sociales, économie, finance, assurance, criminologie, mouvement des foules, etc., dans tous ces domaines, il y a des modèles mathématiques qui essayent de comprendre, de modéliser, de simuler et d'optimiser de phénomènes sociaux ou économiques, etc. Et de nos jours, un peu partout. Par exemple, j'ai mis là les mots épidémiologie pendant toute cette période de la Covid. Vous avez sûrement entendu parler des modèles mathématiques à droite et à gauche tout le temps. Donc, pour une fois qu'on a entendu parler des maths dans les journaux. Mais il y a en santé, en biologie, en chimie, en sciences des matériaux, dans la description des matériaux intelligents, par exemple, plein de maths, dans le transport aérien, train, etc. Pas seulement dans la conception de moyens de transport, mais aussi dans l'organisation de la logistique des transports. Air France a une équipe de modélisateurs mathématiques qui essaient d'organiser, par exemple, tous les cycles des vols et du personnel, des avions et des personnels. Énergie, la production d'énergie, etc. Plein de matériels, des mathématiciens ou des gens qui connaissent beaucoup de maths et qui peuvent travailler là. Et en fait, beaucoup de maths peuvent intervenir dans la résolution, l'étude des modèles dans tous ces domaines différents. Alors, je commence par un exemple concret. Ça, c'est un exemple qui m'a donné cette figure, un collègue italien, Paleschi. Alors, là, il s'agit de calculer qu'est-ce qui se passe si vous avez un objet qui vole dans l'atmosphère et comme il y a des frottements dans l'atmosphère, bah, au moins le front de l'objet, il va chauffer. Et donc là, vous voyez là, il y a des calculs faits par Paleschi. Là, c'est un autre, je pense que ça vient des Dassault, dans lesquels on calcule, on simule un avion qui est en train de voler et on veut savoir où est-ce qu'il va chauffer. Parce que quand même, quand on vole, les matériaux chauffent. Et alors, on veut savoir où ça chauffe parce qu'on veut utiliser des matériaux qui ne vont pas poser des problèmes s'ils chauffent.
Et alors, vous voyez par exemple ces simulations de cet avion en vol, ce n'est pas un vrai avion, hein, c'est un avion qu'on simule avec des modèles mathématiques, on le travaille à l'ordinateur, etc. Et là, vous savez, des couleurs différentes. La couleur rouge, c'est pour dire que ça a chauffé. La couleur bleue, c'est pour dire que ça ne va pas chauffer. La couleur verte, c'est un truc intermédiaire. Et donc, on voit la zone où ça va chauffer. Donc, vous voyez là, près du cockpit, etc., ça va chauffer plus. Et pourquoi c'est important d'avoir ces simulations? Parce que ça va permettre aux fabricants d'avions d'utiliser sur les fronts de l'avion des matériaux différents qui vont supporter haute température sans qu'il y ait des problèmes pour l'avion et pour les passagers. Par contre, ce n'est pas la peine d'utiliser des matériaux sophistiqués qui tiennent la chaleur pour la queue de l'avion, parce que comme elle ne va pas chauffer, ce n'est pas la peine, on peut utiliser des matériaux plus bon marché qui n'ont pas besoin d'avoir des propriétés très particulières comme pour éviter les réchauffements. Alors là, c'est les mêmes types d'études ici, et là, c'est trois expériences numériques différentes pour calculer comment ça chauffe à différentes altitudes dans l'atmosphère. Parce que selon à quelle altitude on vole, on frotte plus ou moins, et donc ça chauffe plus ou moins. Voilà, donc ça, c'est des expériences qu'on peut faire à l'aide des mathématiques et qui permettent aux gens qui vont faire un avion de ne pas devoir faire un prototype, parce que faire des prototypes, ça coûte très cher. Donc désormais, on fait des prototypes pour peu de choses. Ce qu'on fait, c'est des simulations à l'aide des modèles. Et donc, avec ces simulations, on peut savoir à peu près ce qui va se passer. Et on va concevoir l'avion qui tienne compte de ce type de contraintes. Où est-ce qu'il faut mettre du matériel qui tienne bien la température? Donc, combien, enfin, seulement là, est-ce que l'échelle, il faut faire aussi attention, etc. Voilà un type de choses qu'on peut faire avec, et ça, il n'y a que des maths pour calculer ça. Là, c'est un autre travail fait à l'IDIA en France. Et ça, c'est un joli travail de diffusion d'un gaz dans les systèmes respiratoires. Donc, les collègues de ces groupes REO, ils ont étudié qu'est-ce qui se passe si on prend un spray et on fait rentrer du gaz dans la bouche, qui va dans la larynx, la trachée, rentre dans les bronches, dans les poumons. Et ils voulaient voir comment comment ça s'est diffusé dans les poumons, selon, par exemple, la taille des gouttelettes qu'il y a dans les liquides, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'il faisait en collaboration avec une entreprise pharmaceutique. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut vous sembler simple comme problème. C'est très difficile parce qu'il s'agit de voir comment se transmet un gaz c'est presque comme un fluide, dans des géométries très complexes. Et puis, au début, c'est quelque chose de large, quand ça commence la trachée et tout ça, les bronches. Après, il y a les bronchioles et tout ça. C'est une géométrie très difficile. Et donc, pour faire cette simulation, ce travail, c'est vraiment un travail assez difficile qui a été fait par des mathématiciens à l'IRIA. Et les résultats de quoi servent, par exemple, à modifier certains produits pharmaceutiques. Un autre travail qui a été fait, je vais vous expliquer ce que c'est, par un collègue, moi, son bureau est en face du mien, Laurent Cohen. Alors lui, il a beaucoup travaillé sur le traitement d'images médical. Par exemple, il a fait des algorithmes qui sont présents dans pratiquement tous les échographes, toutes les machines d'échographie 3D de Philips contiennent des algorithmes qui ont été trouvés par Laurent Cohen. Alors là, c'est un travail qu'il a fait sur les endoscopies virtuelles. Endoscopie, vous savez, si vous avez un problème, ou que les médecins pensent que vous avez un problème dans l'estomac, dans les artères, dans les colons, n'importe quoi, ils vont venir là avec des caméras, des trucs qui vont rentrer à votre intérieur. C'est pas très rigolo et puis c'est même dangereux puisqu'il faut vous endormir et tout ça. Donc c'est quelque chose de dangereux. Et l'idée de Laurent Cohen avec des entreprises qui s'occupent des choses comme ça, c'est de faire des endoscopies virtuelles, c'est-à-dire qu'avec l'utilisation d'appareils de scanners très particuliers et un algorithme qui a été développé par lui, on peut voir ce qu'il y a dans votre intérieur sans rentrer dedans. Et l'endoscopie, la vraie endoscopie, n'aura lieu que si vraiment les médecins voient qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, ils doivent rentrer pour intervenir. Mais ils ne rentrent pas pour voir s'il y a un problème ou pas. Et ça éviterait beaucoup de problèmes aux malades et aux médecins. Et donc voilà, donc ça c'est alors j'irai bien vers l'arrière. Donc ça c'est une endoscopie virtuelle dans une aorte. Donc on n'est pas à l'intérieur du malade, ça s'est fait de l'extérieur tout ça. Et vous voyez, on voyage dans l'aorte comme s'il y avait une petite caméra qui se promenait dans l'aorte de ces malades. Voilà, vous voyez, c'est quand même miraculeux ces trucs-là, c'est merveilleux.
Et si on voit qu'il y a un problème, alors les médecins interviendront, ils rentreront dedans et ce sera une vraie endoscopie. Alors, un autre travail que je trouve très beau des maths pour la santé, c'est le travail qui a été fait à Milan par des collègues des Polytechniques de Milan. Et c'est par rapport, ils travaillaient avec des cardiologues à Milan sur des problèmes de bypass. Vous savez, pas vous non parce que vous êtes jeune, mais quelqu'un a une artère qui est bouchée. Alors on essaye en général de mettre des stents, des choses comme ça, on rentre dedans et on essaye d'agrandir l'artère. Mais des fois c'est tellement bouché qu'il n'y a rien à faire. La seule façon de faire, c'est de contourner l'obstacle et donc de mettre ce qu'on appelle un bypass. Okay, un bypass qui évite le morceau de l'artère qui est bouché. Alors, les cardiologues avaient observé que des fois, quand ils faisaient un bypass à un malade, tout avait l'air bien, et puis au bout de quelques mois ou de peu d'années, mais assez rapidement, les malades avaient déjà des problèmes de boucher de nouveau. Et donc, ils ne comprenaient pas très bien ce qui s'est passé, ils voulaient comprendre. Alors, comprendre, on ne veut pas non plus commencer à regarder les malades, rentrer dedans tout le temps, etc. Donc, justement, c'est là que les maths interviennent. Ils ont parlé avec ces groupes de mathématiciens de Milan. Et ils leur ont dit, on voudrait comprendre ce qui se passe. Il y a des fois où ça marche bien, les bypass, et des fois ça marche pas. Alors, ces collègues de Milan ont fait cette étude où ils sont simulés, ils ont écrit le modèle, et puis ils sont simulés avec les ordinateurs, etc. Qu'est-ce qui se passe dans les flottissants du bypass quand il arrive à l'artère? Là, c'est les bypass, c'est les trucs qu'on a collés à l'artère, ça c'est l'artère, qui était peut-être bouchée ici, et donc on a fait les bypass pour éviter justement les morceaux qui étaient bouchés. Alors, ils se sont rendus compte qu'il y a des situations très différentes. Vous voyez ici, si l'angle entre les bypass et l'artère est petit, comme là, quand les sangs, là c'est les flots du sang qui est en vert, quand les sangs avancent comme ça par les bypass et arrivent à l'artère, ce qui se passe, c'est qu'on voit, on observe, mais on n'observe pas chez les malades, parce qu'on ne veut pas les déranger les malades. On observe avec des simulations dans un ordinateur, qu'il se forment des tourbillons là-dedans, des turbulences, qui vont faire que petit à petit, il va y avoir des nouveaux dépôts et ça va reboucher l'artère et les bypass. Par contre, si l'angle entre les bypass et l'artère est plus grand, comme ici, vous voyez, le sang arrive très proprement, il arrive à l'artère, il continue, et puis voilà, et il ne se passe rien. Il n'y a pas de tourbillons, il n'y a rien qui pourra créer des nouveaux problèmes. Donc, ce qu'ils ont observé, c'est que l'angle d'attaque du bypass par rapport à l'artère est fondamental pour essayer des problèmes dans les futurs. Donc, en travaillant avec ces cardiologues, à la fin, ils ont fait des essais. D'ailleurs, on peut faire ça personnalisé. On pourrait même faire des études individualisées pour une personne particulière, selon la taille de ses artères, etc. etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'aide de l'ordinateur. Si ça s'embêtait les malades, on l'embêterait quand on fait l'opération du bypass. Et à ce moment-là, les médecins sauront quel type d'angle il faut utiliser pour l'attaque du bypass à l'artère, de façon à éviter des problèmes ultérieurs. Donc, un beau travail des mathématiciens qui sert vraiment à plein de malades. Alors là, c'est un autre truc. On quitte le monde de la santé, on passe au monde des transports rigolos. Ça, c'est un projet que j'aime beaucoup, qui a été réalisé à l'École Polytechnique de Lausanne par l'équipe de Alfio Quarteroni. Alors, ça, c'est un projet vraiment, je trouve vraiment rigolo, des points de vue maths et des points de vue des applications. C'est l'entreprise Alinghi, qui est une entreprise qui fait des voiliers, qui vend beaucoup de voiliers, qui est venue voir Alfio Quarteroni. Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, enfin, ils ont entendu parler d'eux, je ne sais pas. Et l'équipe de Quarteroni, c'est une équipe qui est très connue pour les interactions l'étude des interactions entre fluides et solides. Quand il y a des solides qui bougent dans un fluide, typiquement un bateau. Alors, Alinghi a dit à Alfio Quarteroni, nous voudrions faire construire un nouveau voilier qui soit révolutionnaire. Nous voudrions que vous, Matthieu, nous fassiez le design d'un nouveau bateau qui serait super performant, parce qu'on voudrait qu'il soit vraiment très bon, pour en vendre beaucoup. Et la façon de montrer au monde qu'on est très bon, on voudrait gagner la Coupe de l'Amérique. Bon. Alors, ils ont sûrement donné pas mal de moyens à Alfio Quarteroni et son équipe. Ils leur ont dit, nous voulons un bateau révolutionnaire. Vous pouvez travailler sur tout. La coque, la forme de la coque, les matériaux, les voiles, tout. Vous pouvez tout. Vous travaillez sur le bateau de A à Z. Et vous construisez, enfin, nous construirons, mais vous nous dites comment construire un bateau qui soit plus performant que tout ce qu'il y a sur le marché.
Alors, l'équipe de Alfio Guarteroni a travaillé là-dedans, je pense, pendant au moins 1 ou 2 années. Hein, ça a été un projet assez long. Ils ont travaillé surtout sur les matériaux des voiles, sur les matériels aussi de la coque, la forme, les trucs. Bon, tout ça, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas été sur un bateau. Hein. C'était tout devant les ordinateurs. Donc, ils ont écrit les modèles pour tout. Ils sont simulés, ils sont optimisés, etc. Et à la fin de cette, je ne me rappelle pas quel temps, mais ça a duré un certain temps, l'équipe de Quarteroni a donné à Lingui une description d'un nouveau bateau. Aling, il a construit, et ce bateau a gagné la Coupe de l'Amérique 2 fois de suite. C'est quand même, moi, il ne fait pas de la voile, mais on m'a dit que c'était quand même quelque chose d'incroyable d'avoir gagné tout ça. Et sûrement qu'ils ont vendu beaucoup de bateaux, parce qu'une fois qu'on a gagné cette coupe des années de suite, ça montre que les bateaux est vraiment très, très performant. Voilà donc un beau projet très complet, parce qu'on a vraiment modélisé tous les bateaux des A à Z. C'est vraiment, je pense qu'ils se sont bien amusés, puis ils ont fait des belles maths, et en plus, ça a donné un truc qui a été vraiment, qui a eu du succès. Si on continue avec le transport, je dirais que pour fabriquer une nouvelle voiture, même si vous ne le voyez pas, tout est à modéliser, simuler, optimiser. La carrosserie, les pneus, les ventilations, le moteur, le système de combustion, le changement de vitesse, tout est à faire quand on veut, quand une entreprise veut faire un nouveau modèle de voiture. Pourquoi? Parce qu'on veut des voitures qui soient plus sûres, plus propres, plus légères, plus tout. Et donc, on essaye de construire des voitures qui soient vraiment différentes des précédentes et qui aient plein de bonnes propriétés. À ce moment-là, si vous voulez faire vraiment une nouvelle voiture avec plein de bonnes propriétés, il va falloir modéliser toutes les parties de la voiture devront être traitées indépendamment pour faire une voiture meilleure. Par exemple, pour vous donner une idée, j'ai des amis à Berlin, à l'Université technique de Berlin, qui sont en train de travailler depuis 1 an et demi, ce n'est pas un problème facile, avec une nouvelle boîte de vitesse pour Mercedes. Mercedes leur a dit à peu près ce qu'ils voulaient comme boîte de vitesse. Ça fait déjà 1 an et demi, ils me disent que c'est un problème très difficile, mais que ce sera une boîte, ils ne peuvent pas parler vraiment des détails puisque c'est des secrets industriels. Mais il me disait que vraiment c'est un problème difficile entre la mécanique et les maths, mais c'est les matheux qui travaillent là-dessus. Et dans les futurs, toutes les voitures Mercedes auront la boîte de vitesse qui aura été pensée, prévue par cette équipe de matheux berlinois. Vous ne pensez pas à ça quand vous conduisez une voiture, quand vous faites des choses comme ça. Bah, il y a des maths derrière tous ces trucs. Alors là, je change un peu, je vais essayer d'accélérer vers un autre monde différent, celui des traitements d'images. Donc, voilà, je vais vous parler de bons et de mauvais débruitages des photos. Alors, débruitage des photos, ça veut dire, vous avez une photo ici. Alors, vous voyez que c'est une fleur, mais elle est vraiment très sale, la photo. Peut-être parce qu'elle est ancienne ou peut-être parce qu'il a eu des problèmes. Et vous voulez la nettoyer, la photo. Vous voulez la nettoyer sans perdre trop de détails. Alors, dans le passé, on faisait des choses comme ça. On faisait des nettoyages qu'effectivement, il n'y a plus de points, il n'y a plus de saletés comme ici, mais enfin, la fleur, elle est vraiment floue. Hein. Pas terrible. Et ça, c'est des choses qu'on faisait il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, on fait plutôt des choses comme ça. Vous voyez cet exemple ici. La fleur est pas mal nettoyée par rapport à celle-là, mais la pauvre, elle a un petit... Enfin, bon, on ne voit pas très bien les détails. Par contre, ici, la fleur est magnifique. Et vous savez les détails des pistils, tous les petits détails. Vous n'avez rien perdu. Vous n'avez enlevé que les points là qui salissaient la photo, mais vous n'avez pas perdu les détails de la fleur. Alors, pour faire ça, c'est 3 modèles mathématiques différents qui font ça. Ça, c'est un modèle linéaire, une équation linéaire pour des partiels. Là, c'est des équations des partiels non linéaires, des types différents, qui font mieux ou moins bien, selon. Et donc, c'est des modèles mathématiques différents qui ont permis d'améliorer le nettoyage des photos ou des films. Il y a beaucoup de travail autour des films anciens, essayant de les nettoyer. Tout ça, c'est vraiment un travail de mathématiciens et que des mathématiciens. Après, évidemment, ça sera mis en place par des ingénieurs, etc. Mais ce travail-là est fait par des mathématiciens pour nettoyer des photos. Quand vous prenez une photo avec votre smartphone et qu'elle est un peu bougée, un peu floue, et l'appareil photo vous la nettoie automatiquement, derrière, il y a un algorithme qui est bourré de maths. Donc, il y a des maths derrière, un algorithme qui nettoie ou qui arrange les photos qui étaient un peu floues quand vous les prenez avec votre appareil photo ou votre smartphone. Ça, c'est un autre
exemple des traitements d'image. C'est un collègue de Hong Kong qui m'a passé cet exemple-là. Vous voyez, une image qui a été prise à partir d'un télescope de la Terre. Il y avait beaucoup de turbulences dans l'atmosphère ces jours-là. Et donc, l'image est, vous ne voyez rien. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Espèce de truc-là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, l'équipe du professeur Chan à Hong Kong, qui m'a passé ça, voilà ce qu'il a fait. À partir de cette image, voilà ce qu'il montre qu'il y a derrière. Derrière cette espèce de nuage-là, il montre qu'il y a un satellite. Et là, vous voyez les satellites, il y a 4 types de photos différentes là-dedans. Là, il y en a une qui est, on voit le satellite, mais on le voit à peine, c'est un peu flou. Là, il y a plus de détails, et là, c'est vraiment parfait, quoi. Vous voyez tous les détails de bras des satellites et tout. Et ça, c'est quelque chose qui a été obtenu utilisant des filtres mathématiques à partir de cette image-là. Ça paraît presque miraculeux, n'est-ce pas? Donc, ils sont capables, ces algorithmes sont capables de séparer les bruits qui est dû aux turbulences de l'atmosphère, du vrai objet qui est derrière. On arrive à distinguer les deux types d'images là-dedans. Donc, à partir de là, on obtient ça, qui est vraiment une image parfaite du satellite. Et ça a été fait par l'équipe de Raymond Chan, qui est un mathématicien de Hong Kong. Encore un autre truc par rapport aux images, mais pas du tout le nettoyage. Là, c'est la compression. Le problème de la compression d'image, c'est quelque chose de très important, parce que quand on prend des photos, maintenant on les prend avec des précisions énormes. Si on veut avoir des milliers de photos, la mémoire, elle va être très courte. Au bout d'un moment, bien que la mémoire, désormais, elle ne coûte pas trop, mais enfin bon, quand même. Donc, tous vos appareils photo, par exemple, vous demandent, ou les appareils de téléphone, ils font quand même une compression d'image. Ils ne gardent pas l'image telle qu'ils la prennent. Et vous devez, des fois, votre smartphone vous demande quelle précision vous voulez garder, par exemple, dans les photos. Bien. Donc là, je vais vous montrer un exemple de 2 méthodes de compression d'image. Alors bon, l'image n'était pas très lourde, mais voilà, c'est un aigle. Et l'image originale était de 142 kilobytes. C'est pas beaucoup, mais enfin, quand même. Imaginons que cette image de cet aigle-là, on veut la comprimer parce qu'on n'a pas trop de mémoire et qu'on a des millions de photos. Mais on veut la comprimer de façon raisonnable, parce que si on la comprime pour avoir quelque chose d'horrible, ce n'est pas la peine. Donc là, à droite, il y a 2 compressions de 10% à peu près. Donc on est passé de 142 kilowatts, de 1%, pardon, 142 kilowatts à 1,6 dans les deux exemples. Donc on a comprimé 1% du volume. Et vous voyez qu'il y a les 2 images ont les mêmes volumes, 1,6, 1,6. En bas, vous avez une image où vous voyez encore que c'est un aigle, mais à peine. C'est horrible, c'est très pixelé, c'est vraiment une image moche, quoi. Vous n'avez pas envie d'avoir ça, quoi. Si vous avez cette photo et vous voulez la comprimer, avoir ça, ça vous dit aigle, mais à part aigle, l'aigle est vraiment moche. Et par contre, ici, vous avez une autre compression qui est du même volume, 1,6, et regardez l'image. Elle est sûrement pas aussi bonne que l'image originale, mais pratiquement, vous ne voyez pas la différence. Donc, vous avez réduit le volume de la photo de 1%, enfin, elle pèse 100 fois moins, cette photo, que celle-ci, et pratiquement l'aigle a l'air pareil. C'est pas mal. Bien. Alors, quelle est la différence entre cette compression et cette compression-là? La différence, c'est qu'ici, on a utilisé un standard de compression d'image qui s'appelait JPEG, vous avez sûrement entendu parler. Et donc, JPEG, c'est la méthode qu'on utilisait avant les années 2000. Et en 2000, il y a un nouveau standard de compression qui s'appelle JPEG 2000, qui est le fils, enfin le successeur des JPEG. Alors ça a été fait avec JPEG avant l'année 2000, et ça a été fait avec LulaWave, qui est un plugin des JPEG 2000, donc ça a été fait après 2000, avec le logiciel de compression JPEG 2000, qui est encore aujourd'hui le logiciel, le standard de compression qu'il y a dans tous nos ordinateurs, dans tous nos smartphones, dans tous ces JPEG 2000 qu'on utilise actuellement. Alors, quelle est la différence entre JPEG et JPEG 2000? Pourquoi l'un fait ça et l'autre fait ça, qui est beaucoup bien meilleur? Parce que là, dans JPEG 2000, il y a une nouvelle technologie mathématique qui a été utilisée, qui est excellente pour la compression d'images sans perdre de détails, qui s'appelle la théorie des Sondelet, Wavelet Theory. La théorie des Sondelet, c'est une théorie mathématique qui est d'origine française. C'est un ingénieur français, Jean Morlet, qui a eu l'idée des Sondelet.
Et la théorie, en tant que théorie mathématique, a été développée par des mathématiciens français. Maintenant, évidemment, on fait des sondelettes partout dans le monde, mais c'est quelque chose qui est né en France et qui est exceptionnellement efficace pour comprimer les images sans perdre trop de détails. Et vous voyez effectivement comme on a un résultat excellent. Et donc la différence dans ce standard de compression, c'est qu'on a utilisé cette théorie de sondelettes qui est vraiment, c'est des maths. On a utilisé des algorithmes basés sur ces théories et qui permettent de comprimer les images sans trop perdre les détails des images que vous comprenez. Bon, alors je vais vers la fin. Google, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais Google, c'est un moteur, on peut critiquer ou pas l'entreprise pour des raisons diverses, mais c'est un moteur de recherche exceptionnel, très efficace. Les algorithmes qui sont derrière le moteur de recherche Google sont plein d'algorithmes basés sur les maths. Et des créateurs d'ailleurs de Google étaient des personnes qui avaient une formation mathématique importante. Et donc, il y a plein de théories spectrales, théories des graphes, etc. dans Google. Donc, plein de maths. Derrière chaque fois que vous cliquez sur Google pour chercher quelque chose, là-dedans, il y a plein d'algorithmes qui se mettent en route. Et ces algorithmes sont truffés des maths des A à Z. Mais beaucoup d'autres applications de mathématiques dans des domaines comme la cryptographie, qui vous permet de faire des échanges sur Internet ou de payer par une carte de crédit de façon relativement sûre. C'est la théorie des nombres, c'est les maths qui sont derrière de nouveau. L'intelligence artificielle ou la big data, le traitement des données, tout ça, les gens pensent que c'est de l'informatique, mais c'est en partie informatique, en partie maths. Il y a beaucoup de maths derrière tout ce qui est l'apprentissage et le traitement des grandes bases de données. La fiabilité, les prises de décision, etc. Encore plein de maths. Donc, beaucoup de mathématiques dans ce domaine aussi. Conclusion, j'espère que vous êtes d'accord avec moi maintenant, les mathématiques sont ou devraient être partout dans le développement des nouvelles technologies, dans l'organisation de nombreux services, dans le design de nouveaux médicaments, thérapies, etc., etc., etc. Les mathématiques sont et devraient être encore plus partout. Et pour que vous me croyez mieux de façon plus quantitative que simplement une question d'opinion que j'ai, je suis optimiste ou que j'aime beaucoup ces applications des maths, je vais terminer par vous montrer ce qui a été étudié ça n'a pas été fait par des matheux, ça a été fait par une entreprise. C'est une étude qui a été faite par une entreprise indépendante qui a fait une étude d'impact, de l'impact socio-économique des mathématiques en France. C'est quelque chose qui a été fait autour de 2015. Des études similaires ont été faites dans d'autres pays européens. Et cette entreprise, ils ont travaillé pendant un certain temps pour essayer de mesurer l'impact des mathématiques dans la société française. Et leur conclusion, ce document, si ça vous intéresse, il est en ligne gratuitement. Vous tapez études socio-économie des maths et vous le trouverez en ligne. Alors, en résumant, il y a plein de choses intéressantes dans cette étude, mais je parlerai seulement de 2 chiffres qui sont vraiment spectaculaires. Ils sont montrés par les analyses que 15% du PIB français, le PIB c'est énorme, hein, c'est toute l'économie française, 15% du PIB français est impacté par l'utilisation des mathématiques avancées. 15%, c'est beaucoup de milliards, c'est vraiment impressionnant. Et aussi 9% des postes. Les postes, tout poste confondu en France de travail, 9% a besoin d'une utilisation des mathématiques importantes. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de quantitatif qui peut peut-être vous convaincre plus que les exemples dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment, ça montre l'importance des mathématiques, pas seulement pour l'enseignement, mais aussi pour notre société, pour notre économie et pour notre futur. Donc avec ça, je m'arrête. J'espère vous avoir convaincu de l'utilité des mathématiques. Merci.